Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents pour cet hebdomadaire. Alors aujourd'hui, le sujet, la TMAO. La TMAO, c'est un métabolite qui serait corrélé avec les risques de survenue de maladies cardiovasculaires. Alors, la molécule stimulerait certains types de macrophages et interviendrait dans la genèse des plaques d'athérome. Ce taux est lui-même modulé par la composition du microbiote intestinal et il peut être aussi atténué par une supplémentation en DMB qui est présent en quantité variée dans certaines huiles, vinaigres et boissons alcoolisées comme le vin rouge. Alors, d'après une étude américano-suisse, en mesurant dans le sang la TMAO, il serait possible de prévoir jusqu'à 7 ans à l'avance les accidents cardiovasculaires. Alors, Amine, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la TMAO? Alors bonjour Cédric et bonjour tout le monde dans ce rendez-vous hebdomadaire. Alors la TMAO, c'est un métabolite que on peut avoir soit par par rapport endogène, exogène plutôt, ou alors qu'on peut synthétiser à travers le microbiote et le foie, et ensuite son élimination qui passe par les reins. Donc c'est la triméthyl monoamine qui est la triméthylamine oxyde ou oxyde de triméthylamine qu'on va retrouver. Donc le précurseur immédiat sera synthétisé par le microbiote. Une certaine catégorie du microbiote ou des bactéries, un phylum qu'on appelle les firmicutes, donc, qui est assez connu parce qu'il est abondant chez l'être humain, notamment au niveau du côlon. Donc les firmicutes, qui sont le phylum le plus abondant, surtout chez l'obèse, puisqu'on a une perturbation chez l'obèse du ratio firmicute-bactériodétesse. Donc les firmicutes prennent le dessus et on leur attribue différentes problématiques métaboliques, surtout chez l'obèse et en cas de syndrome métabolique. Et entre autres, donc entre ces problématiques-là, on a la TMAO, la production de TMA, le triméthylamine, qui est le précurseur immédiat de la TMAO. Donc, une fois que la TMA est produite par les bactéries, les firmicutes, alors pourquoi ils produisent la TMA? Parce que ça les aide à se nourrir, à se multiplier, à se protéger, etc. Mais une bonne partie de cette TMA va passer la barrière intestinale pour ensuite regagner par la circulation sanguine le foie. Et au niveau du foie, on a une enzyme qui s'appelle la MAO ou monoamine oxydase. Et cette fois, parce qu'on en a plusieurs, ces monoamine oxydase, on a la 3 spécialement et accessoirement la 1, donc la MAO3, et accessoirement la MAO1 qui va oxyder la TMA. Donc, on obtient l'oxyde de triméthylamine. Alors, cette molécule, la TMAO, on lui attribue des effets néfastes, surtout des effets cardiovasculaires sur la santé cardiaque et sur la formation de la plaque d'athérome. On a plusieurs contradictions ici. On a, au niveau des études scientifiques, les avis divergent, mais on a clairement une tendance qui associe, quand je dis qui associe, c'est une corrélation statistique, une association entre la TMAO et le risque cardiovasculaire. Alors, on va essayer de détailler tout ça tout au long de cette vidéo. Donc, la TMAO serait ensuite éliminée par les reins, donc une élimination rénale. Ce qui est intéressant à constater ici, c'est que les firmicutes qui sont réputés être nocifs lorsqu'ils sont en excès au niveau du microbiote vont utiliser des molécules desquelles on va détailler un peu plus tard, qui sont bénéfiques pour justement le risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, les firmicutes s'alimentent de certaines molécules qui vont diminuer le risque cardiovasculaire, mais qui en même temps vont servir de substrat pour synthétiser la TMA, qui sera la TMAO au niveau du foie et qui va augmenter le risque cardiovasculaire. Donc il y a une contradiction ici, et on va répondre à cette contradiction-là, qui n'est pas une en réalité. Donc cette TMAO, elle suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de débats. Certains la mettent en relation parce qu'il y a certains qui parlent d'un éventuel effet toxique
du moins sur le long terme, des oméga 3. Pourquoi? L'un des arguments, c'est le fait qu'on a une association avec la TMAO qu'on va aborder juste après. Mais d'autres études montrent clairement qu'il n'y a pas de cause ou de lien de cause à effet entre TMAO et augmentation du risque de formation de plaques d'athérome notamment. Merci pour cette petite précision. Est-ce que tu peux nous parler justement de la relation entre les oméga 3 et la TMAO? Alors justement, là où on trouve le plus de TMAO, c'est-à-dire l'être vivant qui va synthétiser le plus de TMAO, ce sont les poissons. Et c'est là aussi où on retrouve le plus d'oméga 3, ou du moins une très grande quantité d'oméga 3, d'où donc la plupart des produits qui sont à base d'oméga 3, qui sont synthétisés ou qui sont plutôt produits à partir de l'huile de poisson. Donc, on a cette contradiction-là entre les oméga 3 qui réduiraient le risque cardiovasculaire et en même temps la TMAO contenue dans les mêmes poissons qui va augmenter le risque cardiovasculaire hypothétiquement. Hein. Et donc, en réalité, il y a plusieurs explications à cela, mais ça reste toujours des hypothèses. Pourquoi on a dans les poissons le plus de TMAO? Ça peut être dû, l'une des hypothèses, c'est la pression hydrostatique due au fait que donc la pression de l'eau sur les poissons. Deuxième chose, l'eau de mer qui est très salée aussi. Donc, on a ces facteurs-là qui font que le poisson va produire plus de TMAO. Et en même temps, on a une autre hypothèse qui pourrait aussi expliquer pourquoi on a plus d'oméga 3. C'est si on suppose que la TMAO est réellement un facteur de risque cardiovasculaire, le poisson produirait plus d'oméga 3. Et donc, c'est pour compenser l'effet athérogène de la TMAO. Donc, en gros, quand on prend du poisson, on a une grande quantité de TMAO, mais on a aussi une grande quantité d'oméga 3. Donc, c'est la relation un petit peu contradictoire entre les oméga 3 et la TMAO. On a certaines autres sources dont peut-être on aura le temps d'en parler un peu plus tard, d'oméga 3 qui contiendraient moins de TMAO et plus d'oméga 3 aussi. Ok. Et est-ce que tu sais nous dire quels sont les facteurs qui vont justement stimuler la production de TMAO? Alors, on a plusieurs, disons, mécanismes de régulation. Déjà, on a l'apport exogène, donc qui n'est pas très important, l'apport exogène, parce qu'une partie de la TMAO sera dégradée déjà par les enzymes digestives au niveau de l'intestin, avant déjà d'arriver au niveau du microbiote pour que ce soit recyclé et absorbé. Donc, on a ensuite la quantité justement de firmicutes. Donc, si on a trop de firmicutes, on va synthétiser plus de TMA. Ensuite, on a aussi l'activité de la monoamine oxydase 3 qui va oxyder la TMA au niveau du foie. Et puis, on a aussi la capacité d'élimination de la TMAO par les reins. Et aussi, on a l'apport en métabolite, ou plutôt en précurseur de la TMAO, donc qui sont utilisés par les firmicutes et qui sont principalement de la carnitine et aussi de la choline. Donc, la choline et la carnitine seront utilisées par les firmicutes pour produire de la TMA. Et donc, tous ces mécanismes-là vont permettre, ou ces composantes vont permettre d'augmenter ou de réduire le taux de TMAO, justement. Et donc là, on a quelques contradictions qui apparaissent, justement. C'est que on avait dit que les firmicutes, on les retrouve en grande quantité chez l'obèse, mais ce sont également le type de phylum qui va produire le plus de TMAO. En même temps, on a aussi la TMAO qui est connue métaboliquement pour produire ce qu'on appelle des cellules spumeuses. Les cellules spumeuses, ce sont des macrophages
Tout simplement, ce n'est pas un type à part de macrophages, mais c'est tout simplement des macrophages du système immunitaire qui vont se retrouver au niveau de l'endothélium vasculaire où il y a de plus en plus de dépôts de LDL oxydés. Donc ces LDL oxydés vont être absorbés par les macrophages et les macrophages vont se remplir de LDL et ça va donner un effet ou un aspect mousseux des macrophages, ce qu'on appelle des cellules spumeuses. Alors ça arrive aussi avec les cellules musculaires lisses vasculaires qui aussi se gavent de LDL et ça donne aussi cet aspect spumeux. Et donc, le TMAO est connu aussi pour être corrélé, directement corrélé à la production de cellules spumeuses. Ça, c'est d'un côté. Donc, ces arguments-là sont en faveur du fait que le TMAO est un facteur de risque cardiovasculaire. Maintenant, on a d'autres arguments qui sont contre. Et premièrement, c'est le fait que, par exemple, la carnitine, qui a des effets très bénéfiques, qui sont prouvés dans la littérature scientifique sur la santé cardiaque et la santé cardiovasculaire. Par exemple, titre d'exemple, le fait qu'elle diminue la mortalité. On l'utilise aussi pour accélérer la bêta-oxydation, c'est-à-dire l'oxydation des acides gras chez l'obèse, pour accélérer un petit peu cette voie-là, pour qu'il puisse brûler plus de graisse. On a aussi donc la choline aussi, qui a aussi des effets intéressants sur les dyslipidémies ou les hyperlipidémies, notamment l'hypertriglycéridémie, un peu moins sur l'hypercholestérolémie, mais il y a aussi un éventuel effet. Donc la choline et la carnitine qui sont très intéressants dans la prévention, du moins la prévention des maladies cardiovasculaires, sont aussi utilisés pour produire de la TMA par les firmicutes et donc augmenter le taux de TMAO et donc en même temps augmenter le risque cardiovasculaire. Donc on a des contradictions ici et on a aussi donc, ce que j'avais expliqué tout à l'heure, le fait que la TMAO et les oméga 3 se retrouvent en grande quantité dans le poisson. Donc c'est un petit peu des contradictions, donc des arguments pour et des arguments contre. Alors, ce qui pourrait être intéressant pour mieux comprendre ce sujet, c'est le fait que c'est déjà de comprendre le fait qu'on a plusieurs moyens. Donc, si une personne a déjà un taux élevé de firmicutes et qu'elle consomme trop de viande, par exemple, parce que les viandes contiennent des quantités élevées de carnitine et de choline. Donc, à ce moment-là, on pourrait penser qu'on aura plus de TMAO et donc ça augmenterait ou ça participerait à l'augmentation du risque cardiovasculaire. Si une personne n'a pas beaucoup de firmicutes ou que les firmicutes, les bactérodétès et les autres phylums sont bien équilibrés, que son microbiote n'est pas dysbiotique, à ce moment-là, la personne peut consommer des sources riches en carnitine ou en choline ou même des sources riches en TMAO comme le poisson sans aucun problème et au contraire, elle aura des effets intéressants sur le plan cardiovasculaire. Justement, quelles sont les solutions peut-être pour réduire la production de TMAO et ses éventuels effets néfastes? Alors, on a plusieurs solutions, mais la principale, c'est de prendre des oméga 3. Donc, le mieux, c'est de s'inspirer de la nature. Le poisson a le taux le plus élevé de TMAO, surtout les poissons des eaux froides, mais ils ont aussi des taux très élevés d'oméga 3. Donc, les oméga 3 sont extrêmement intéressants dans la réduction des taux de TMAO. Deuxième chose, il faudra traiter la dysbiose. Parce que la TMAO, en général, comme j'ai déjà expliqué, elle a un effet néfaste sur le risque cardiovasculaire uniquement, ou plutôt le plus souvent, lorsqu'on a un taux de firmicute élevé, donc en général chez toutes les personnes qui ont ou qui sont sujettes au syndrome métabolique, obésité, etc. Les hypertendus aussi, extrêmement important. Pourquoi les hypertendus ont un taux élevé de TMAO? C'est
pas par rapport au firmicute ou au déséquilibre au niveau du microbiote, c'est plutôt par rapport à ce que j'avais cité tout à l'heure, la pression hydrostatique. C'est le même phénomène qu'on retrouve chez le poisson. Donc, l'hypertension produit ce phénomène-là. Ça active, première chose, donc la monoamine oxydase 3, donc qui va oxyder de plus en plus de TMA. Et puis en même temps, ça va réduire aussi la quantité de TMA ou de TMAO qui sera éliminée par les reins. Donc les hypertendus sont très sujets, même plus que les obèses, à une augmentation de la TMAO. Et très probablement qu'ici, la TMAO pourrait jouer un rôle dans l'augmentation du risque de mortalité. Après, bien entendu, ça reste des suppositions, puisque l'hypertension, les mécanismes qui augmenteraient le risque de mortalité par rapport à l'hypertension et même par rapport aux composantes du syndrome métabolique en général sont assez connus. Et donc là aussi, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est la TMAO qui augmenterait le risque de mortalité dans ces pathologies-là, ou est-ce que ça serait juste un facteur ou une composante qui est délétère, mais que les facteurs qui vont produire cette augmentation du risque de mortalité sont autres et sont liés plutôt directement à ces maladies-là. Donc, ça reste toujours une question et un domaine de recherche aussi. Alors, mis à part donc les oméga 3 pour rester dans les solutions, on a aussi donc les oméga 3, on a aussi ce qu'on appelle la DMB, ce que tu avais cité au tout début dans l'introduction, le diméthylbutanol. Alors le diméthylbutanol, c'est une molécule qui est analogue à la choline. Okay, et donc la choline et la diméthylbutanol sont assez similaires en termes moléculaires, ce qui va faire que en se supplémentant en cette molécule-là ou en prenant surtout des aliments ou des produits qui contiennent ou qui sont riches en cette molécule, notamment l'huile d'olive, on va avoir donc un apport important de DMB qui va passer au niveau des bactéries, qui va être processé et utilisé par les bactéries, notamment les firmicutes. Et donc, ça va bloquer le process de production de TMA, puisque ça ressemble à de la choline, mais ce n'est pas de la choline. Donc, ça va bloquer les récepteurs qui devraient être liés à la choline et qu'elle va donner donc la production de TMA. Donc, la DMB pourrait être une solution très intéressante. On a plusieurs études. Alors, ce n'est pas des essais cliniques, c'est toujours soit des essais, des études in vitro ou des études précliniques sur des animaux. Mais en quelque sorte, c'est la même chose, puisque là, on parle des bactéries. Et donc, les bactéries qu'on retrouve chez la souris, chez le rat, donc quand on dit firmicute, c'est le même phylum. C'est les mêmes souches bactériennes qu'on retrouve dans la souris ou chez l'humain, mais à des proportions différentes un petit peu. Alors, on a aussi, donc, en plus de l'huile d'olive, donc DMB, et des oméga 3, il faudrait aussi penser à associer, lorsqu'on voudrait donner de la choline, par exemple de la choline bitartrate ou de la phosphatidylcholine, qui sont très intéressants pour réduire le risque ou plutôt les hypertriglycéridémies par exemple, ou pour augmenter les performances cognitives ou la régénération au niveau de l'intestin ou la production de mucus intestinal, etc., etc. Donc, ils sont très intéressants, que ce soit pour la choline ou pour la carnitine. Il faudrait penser peut-être à associer des oméga 3 ou de bonnes sources d'oméga 3 lorsqu'on prendrait de la carnitine et de la choline aussi, des produits qui contiennent ces deux molécules-là. Donc, ça pourrait être très intéressant. Et donc, il y a aussi d'autres solutions, mais qui sont assez secondaires. Donc, principalement, pour résumer, on a les oméga 3, l'huile d'olive pour le DMB et surtout le fait d'associer la carnitine et ou la choline aux oméga 3. Alors, tu nous parles beaucoup des oméga 3, mais justement, est-ce que tu peux nous dire quel type d'oméga 3 est plutôt recommandé pour la réduction de la TMAO? Alors, les oméga 3, donc,
comme j'ai déjà expliqué, on les retrouve beaucoup plus, donc ce qui est le plus répandu dans les huiles de poisson, donc les extraits d'huile de poisson. Mais on retrouve aussi d'autres sources d'oméga 3 plus intéressantes, notamment l'huile de krill, par exemple, ou l'huile de calanus, par exemple. Okay. Donc, le calanus, qui est un zooplancton, donc la meilleure source d'oméga 3 en termes de quantité, c'est le krill. Mais le calanus est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, on avait publié une étude là-dessus en février, je pense, qui est sortie en janvier ou en février 2020. Je pense qu'on leur mettra le lien de l'étude sur justement l'effet du calanus oil ou l'huile de calanus dans l'athérosclérose et l'obésité et le syndrome métabolique. Donc, le calanus se distingue par rapport au krill par le fait qu'il contient des oméga 3, mais il contient aussi d'autres types d'antioxydants, notamment l'astaxanthine, très très puissant antioxydant qui fonctionne en corrélation ou qui est un cofacteur, l'un des cofacteurs qui fonctionne avec les oméga 3 qu'on retrouve dans l'huile de calanus. Donc on a le krill et le calanus. Pourquoi? Parce que le krill et le calanus contiennent moins de TMAO qu'au niveau du poisson, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des oméga 3 issus de l'huile de poisson. Ça veut tout simplement dire que chez une personne obèse, par exemple, ou qui a tout simplement une dysbiose où on a des firmicutes très élevés, à ce moment-là, il faudra préférer plutôt du krill et ou le calanus. Alors que chez les autres personnes qui n'ont pas forcément de dysbiose ou qui ont des firmicutes bas, on peut utiliser aussi l'huile de poisson. Merci pour ces informations précieuses. Bien évidemment, je mettrai en dessous le lien sur l'étude sur le calanus. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve lundi prochain, toujours à 18 h. Et cette fois-ci, on parlera du fer, son rôle, ses effets et comment se protéger de ses effets pro-oxydants. Donc voilà, je vous dis au revoir à tous. Au revoir et merci, Amine. Merci, au revoir. À la prochaine. À la prochaine.